Mon copain était un vrai comédien. Juste avant notre mariage, il a déclenché une dispute et a tout simplement disparu, alimentant les rumeurs selon lesquelles il était parti avec une autre. Tout le monde disait que c'était moi qui m'étais fait larguer. Ses parents ne cessaient de s'excuser, se creusant la tête pour trouver un moyen de se faire pardonner. Ils ont promis de le retrouver avant le jour du mariage. J'ai dit non. Sous le regard médusé de tout le monde, j'ai désigné du doigt l'homme en fauteuil roulant assis dans un coin. C'était le frère aîné de mon copain. Sa mère était morte et son père ne s'occupait pas de lui. Il était généralement silencieux, presque invisible à la maison. Puisqu'il ne veut pas le faire, échangeons, tout simplement. Ai-je dit. De toute façon, ce n'est qu'un mariage d'affaires. À l'instant où j'ai prononcé ces mots, les parents des deux côtés se sont figés. Puis un long et lourd silence s'est installé. J'ai vu l'homme dans le fauteuil roulant serrer soudainement la couverture sur ses genoux. Les veines sur le dos de ses mains pâles ressortaient, nettes et visibles. Il semblait tout aussi choqué que les autres d'être entraîné là-dedans, un air de pure stupéfaction sur le visage. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Il a été le premier à détourner les yeux, baissant la tête. Il n'a pas accepté, mais il n'a pas refusé non plus. La première personne à s'opposer a été la mère de mon copain, Léo. Son expression était crispée. Un éclair de dégoût a traversé son visage quand elle a regardé Julian, mais quand elle s'est tournée vers moi, ses yeux étaient suppliants. « Olivia, ma chérie, ce n'est pas que Léo ne veut pas t'épouser. Il fait juste un caprice. Tu es avec lui depuis 3 ans, tu sais comment il est. Le mariage est pour bientôt. Tu ne peux pas jouer ton avenir sur un coup de tête juste parce que tu es en colère. » Mes propres parents n'ont pas dit un mot. Ils m'ont toujours laissé décider. Ils étaient simplement assis sur le canapé, l'air d'apprécier le spectacle, me faisant même un petit clin d'œil complice. J'ai froncé les sourcils. C'est précisément parce que je sais comment est Léo que j'ai dit ça. J'étais avec Léo depuis 3 ans. Comme j'avais quelques années de plus et qu'il avait été pourri gâté par sa famille toute sa vie, il avait un côté naïf et enfantin, et j'étais heureuse de le couver. Mais ma complaisance a rendu sa possessivité de plus en plus dévorante, et il est devenu de plus en plus obstiné pour des broutilles. C'était comme s'il était certain que je céderais toujours pour lui, testant constamment mes limites pour voir jusqu'où je pouvais plier. Léo était tellement habitué à être le centre de l'attention qu'il pensait que le monde entier devait tourner autour de lui. Une fois que nous sommes sortis ensemble, il s'attendait à ce que mon monde tourne aussi autour de lui, que je n'ai Dieu que pour lui. Il n'était pas comme ça au début. Au début, c'était juste un garçon normal et plein d'énergie, avec de grands yeux de chiot qui me regardaient toujours avec espoir. Il m'a courtisée avec une sorte de courage maladroit. Notre relation a commencé en douceur, mais à mesure que nous passions plus de temps ensemble, son côté sombre a inévitablement refait surface. Au départ, je pensais juste qu'il était un peu possessif, ce qui est normal dans une relation. Ça pouvait même être un peu excitant. Mais Léo était du genre à qui on donne un doigt et qui prend le bras. Sentant ma tolérance, il a commencé à envahir chaque parcelle de ma vie. Il ne voulait pas que j'aie d'amis masculins. Il devait m'accompagner partout où j'allais, avec qui que ce soit. Si je sortais seule, il appelait dans la demi-heure. Si je rentrais avec l'odeur du parfum de quelqu'un d'autre, il perdait la tête. Il recourait même à des punitions puériles, comme faire la grève de la faim, fuguer pour aller mourir de froid, ou s'obstiner à dormir dans la voiture plutôt que dans notre lit. Ça paraît ridicule rien que de le dire à voix haute, et au début, je le pensais aussi. Je jouais le jeu, je l'amadouais et j'arrangeais les choses. Mais au bout d'un moment, c'est devenu épuisant. La raison principale pour laquelle j'en avais marre était sa possessivité maladive et ses tentatives constantes de briser mes barrières, d'essayer de faire de son monde mon univers tout entier. Cette idée était aussi naïve et puérile que lui. Il pensait que si quelque chose était à lui, cela devait lui appartenir complètement. Cette fois, le fait de me ghoster et de laisser courir des rumeurs sur sa fugue avec une autre n'était qu'une manœuvre de plus pour me forcer à céder et à m'excuser, pour me faire sentir en insécurité. Il était probablement contrarié que dans notre relation, il soit le seul à se sentir en insécurité. Mais je n'allais plus jouer à la petite maison avec lui. Il pouvait vivre dans son château de prince charmant pour toujours, mais il n'allait pas m'y enfermer avec lui. Ma famille et les Grant avaient une longue histoire de partenariats commerciaux. Pour être honnête, c'étaient les Grant qui profitaient le plus de cette association, mais après tant d'années de collaboration, nos liens étaient trop enchevêtrés pour être coupés facilement. Et comme le hasard fait bien les choses, Léo et moi avons commencé à sortir ensemble, donc une alliance par le mariage entre nos deux familles était le dénouement parfait. Je n'aurais juste jamais pensé que tout s'effondrerait juste avant le mariage. Maintenant, avec les rumeurs qui fusaient de partout et les faire-part de mariage déjà envoyés,
Tout annuler ne ferait que confirmer les ragots et créer un scandale encore plus grand pour ma famille. J'ai coupé Madame Grant. Madame Grant, vous savez comment est Léo. Il ne reviendra pas à moins que ce soit moi qui fasse le premier pas. Les lèvres de Madame Grant tremblaient. Elle continuait de me regarder, et je pouvais pratiquement lire dans ses pensées. Elle voulait que ce soit moi qui aille m'excuser et le ramène. S'il ne s'était agi que d'une petite querelle d'amoureux, j'aurais volontiers cédé à Léo. Mais il avait transformé ça en spectacle public, et pour moi, ça dépassait les bornes. Il n'y avait pas d'avenir pour nous. J'ai cessé de la regarder et j'ai reporté mon attention sur Julien dans son fauteuil roulant. Il se comportait toujours comme s'il était à des années-lumière, comme si je ne l'avais pas du tout mentionné. Je crois que je dois parler avec Monsieur Grant, ai-je dit, ma voix s'éteignant alors que j'oubliais son prénom. Pourriez-vous nous laisser un peu d'intimité, s'il vous plaît ? Je ne l'avais rencontré que quelques fois par l'intermédiaire de Léo. J'entendais parfois des gens dans les soirées mentionner cet inutile en fauteuil roulant de la famille Grant. Et comme les Grant eux-mêmes ne lui accordaient aucune attention, ils n'avaient certainement jamais pris la peine de me le présenter formellement. Madame Grant semblait toujours vouloir discuter, mais Monsieur Grant lui a lancé un regard d'avertissement avant de se pencher pour murmurer quelque chose à Julien. Julien est resté impassible tout le temps, mais ses longs cils, que je remarquais pour la première fois, tremblèrent légèrement, trahissant une pointe d'anxiété. J'ai remarqué que ses cheveux étaient un peu longs, épais et dégradés, tombant autour de son visage et cachant ses yeux, ce qui ne faisait que le rendre encore plus renfermé. Il me semblait que chaque fois que je le voyais chez les Grant, il avait exactement cette apparence. Léo ne parlait de lui qu'avec un ricanement, le traitant d'inutile, disant qu'il ne faisait que s'enfermer dans sa chambre pour peindre toute la journée. Il disait que Julien n'avait pas parlé à qui que ce soit depuis si longtemps qu'il allait probablement finir muet. Une fois que tout le monde fut parti, je me suis approchée et me suis assise sur le canapé à côté de lui. Il a subtilement tourné la tête, me jetant un rapide coup d'œil avant que ses yeux ne s'échappent à nouveau. Il devait être curieux à mon sujet. Après tout, sans le coup de Léo, je serais devenue sa belle-sœur. Avec le recul, ma proposition d'échanger les mariés avait été faite en partie sur un coup de colère. Je n'avais pas vraiment pensé à ses sentiments d'abord. Il semblait que j'étais juste devenue un autre membre de la famille Grant, qui le traitait comme s'il n'avait aucune importance. Avant que je puisse parler, il m'a devancée. « Tu veux vraiment m'épouser ?» Au moment où il a dit, il a froncé les sourcils, comme s'il regrettait sa hâte, ce qui le faisait paraître un peu trop empressé. Je suis allée droit au but. Je suis désolée, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était sous le coup de la colère. Si ma première déclaration l'avait ignoré, celle-ci semblait l'avoir touché là où ça faisait mal, le mettant vraiment en colère. Julien a pris une profonde inspiration, et la main qui agrippait la couverture a tremblé. C'était vrai. C'était moi qui avais proposé de l'épouser, et maintenant j'étais celle qui disait que c'était juste un coup de tête. C'était presque pire qu'avant, comme si je me jouais de lui. Je me suis ressaisie et j'ai dit « Je ne cherche pas à me jouer de toi. J'admets que j'ai été impulsive, mais ça ne veut pas dire que je veux me rétracter. Nous pouvons nous marier, mais seulement si tu le veux. Je veux bien. » Sa réponse est venue presque à la seconde où j'ai fini ma phrase, comme s'il craignait que je retire mon offre s'il attendait une seconde de plus. Me souvenant de la réaction de Monsieur Grant avant son départ, je me suis sentie obligée d'ajouter « C'est vraiment ce que tu veux. » Julien a fait une pause, puis un sourire à peine perceptible a effleuré ses lèvres alors qu'il hochait la tête. Mais une lueur d'inquiétude a traversé ses yeux. Il a levé la tête, étudiant mon expression, et n'a semblé se détendre qu'après avoir confirmé que je n'étais pas contrariée. Je pouvais deviner à quoi il pensait. Il s'inquiétait probablement de la façon dont je le verrais pour avoir accepté de m'épouser, moi, la fiancée de son propre frère. J'avais vu ce genre de regard toute ma vie. À cet instant, j'ai compris le secret de Julien. Il était amoureux de moi. Quand j'ai emmené Julien pour un essayage de costume, j'ai découvert qu'il pouvait se tenir debout. Il a remarqué que je regardais ses jambes à plusieurs reprises et a rougi. Ça fait un moment que ça va mieux. Il avait eu un accident de voiture plus jeune, et ses jambes avaient été en traitement pendant des années. C'est à ce moment-là que son père avait complètement renoncé à lui. Après tout, il avait un autre fils en parfaite santé. Quand Julien a dit qu'il était rétabli depuis longtemps, j'ai aussitôt imaginé un scénario rocambolesque où il simulait son handicap, attendant juste le bon moment pour faire un retour triomphal. Mais il a juste dit maladroitement, marcher demandait trop d'efforts, et en fauteuil, quelqu'un te pousse. Alors j'ai continué à l'utiliser. Les Grant lui prêtaient si peu d'attention qu'ils ne l'avaient jamais remarqué en train de marcher, ou même de courir, dans la maison. Il pensait toujours que ses jambes étaient paralysées. Et comme Julien trouvait le fauteuil roulant pratique comme moyen de transport,
il a simplement continué la comédie. À partir de ce moment, je l'ai vu sous un jour complètement nouveau. Le monde extérieur pensait probablement que le mariage était de nouveau d'actualité parce que j'avais réussi à récupérer Léo. Ce n'est que lors de la cérémonie qu'ils ont réalisé que le marié avait été remplacé. Les yeux de tout le monde se sont écarquillés en fixant l'homme inconnu qui se tenait à mes côtés. Les Grant, cependant, regardaient les jambes de Julian avec une stupeur totale. Leur visage disait tout. Ils remettaient en question la réalité, se demandant quel miracle pouvait bien faire qu'un homme handicapé depuis 10 ans se lève de son fauteuil. Ma sœur était la seule de ma famille que j'avais tenue dans l'ignorance. Elle me regarda avec incrédulité. « T'es folle ? Tu ne voulais pas de Léo, alors tu as juste attrapé un remplaçant au hasard pour te marier ?» Je ne pouvais pas lui en vouloir de penser ça. Julian était un parfait inconnu dans nos cercles sociaux. Beaucoup de gens ne savaient même pas que les Grant avaient un fils aîné. Et comme ils étaient demi-frères, il y avait une légère ressemblance. En regardant les expressions de quelques-uns de mes amis, je pouvais dire qu'ils pensaient tous la même chose. Je leur ai donné une brève explication. Ma sœur a fait semblant d'essuyer une larme. « Pauvre petit Léo », a-t-elle dit d'un ton théâtral. Tout seul dans un coin, attendant comme un chiot abandonné que sa princesse vienne le sauver sur son cheval blanc. Il n'a aucune idée qu'elle en épouse un autre. Elle était toujours excessive comme ça. J'avais l'habitude. Le mariage s'est déroulé sans accroc. Ma sœur a même fait un pari avec moi pour savoir si quelqu'un préviendrait Léo et s'il débarquerait pour s'opposer au mariage, surtout que ses amis étaient là. J'ai parié qu'il ne viendrait pas. Ma sœur me doit maintenant une nouvelle voiture. Je savais qu'il ne viendrait pas parce que je savais exactement où il était. Il s'était enfui dans un autre pays, où il était maintenant coincé au milieu d'un blizzard. Le prochain vol n'était pas avant une semaine. De plus, le réseau mobile là-bas était exécrable. Même si ses copains lui envoyaient un message, il ne le recevrait pas tout de suite. Pendant la réception, j'ai promené Julian pour le présenter à mes amis proches et à ma famille. Il n'était clairement pas doué pour les mondanités, me suivant comme mon ombre, jetant un œil à ce que je faisais pour ensuite m'imiter. Quand je buvais, il levait consciencieusement son verre et buvait. Peu importe comment j'appelais quelqu'un, il le répétait. C'était une expérience complètement différente de mes précédents petits amis, y compris Léo. Aucun d'eux n'avait jamais été aussi obéissant. En le voyant si calme et docile, une pensée espiègle m'a traversé l'esprit. J'avais envie de le taquiner. « Vas-y, dis bonjour », ai-je dit en me penchant vers lui. « C'est mon ex. » « Oh ex !» Il s'est interrompu. Les visages des deux hommes se sont assombris. Julian a retiré sa main, qui était prête à trinquer. Il avait le même air que j'avais déjà vu, celui de quelqu'un qui veut être en colère mais ne sait pas comment le montrer. J'ai ri et j'ai tendu la main pour prendre la sienne. Il s'est figé une seconde, puis, comme par magie, la colère a disparu. Tenir ma main était son extincteur ? Olivia Vaughn, on est sortis ensemble une fois. Tu es vraiment obligée d'être aussi cruelle ? Tu sais que j'ai toujours des sentiments pour toi. Tu as une idée de la douleur que ça me fait ? A cabotiné Ethan, ramenant mon attention sur lui. À la seconde où il a fini, la prise de Julian sur ma main s'est resserrée, puis s'est immédiatement relâchée en une étreinte hésitante et prudente. Sa paume devenait chaude et moite. J'ai levé mon verre et l'ai entrechoqué avec celui d'Ethan. « Arrête de dire n'importe quoi », ai-je dit. Puis je me suis tournée vers Julian pour lui expliquer. Je plaisantais. C'est Ethan, un ami de ton frère. Ethan et moi n'étions jamais vraiment sortis ensemble. C'était l'un des meilleurs amis de Léo et il devait faire partie des témoins. Mais comme nous avions échangé les mariés, avoir le meilleur ami de l'ancien fiancé comme témoin semblait un peu gênant, alors j'ai simplement remplacé toute la brochette de témoins. Ethan a reniflé, lançant des regards noirs à Julian, jouant la comédie de celui qui défendait l'honneur de son ami. « Tu sais, Léo est toujours là-bas, à faire la grève de la faim, attendant que tu viennes le chercher, » dit-il, sur un ton lourd de sous-entendu. Il ne se doute pas que sa place a été prise par un illustre inconnu. Seul un taré irait dans un pays en plein blizzard pour aller chercher quelqu'un. Tous les vols étaient annulés. J'étais censé traverser le Pacifique à la nage pour le récupérer ? C'est moi qui lui ai dit de s'enfuir dans un endroit pareil ? Qu'il rentre à ski, je m'en fiche. Tu ne lui as rien dit ? Ai-je demandé. Ethan a souri, laissant apparaître une canine pointue qui lui donnait un air de mauvais garçon. Non. J'espérais profiter de la place vacante pour m'incruster. C'était bien son genre. D'après certaines conversations que j'avais vues accidentellement entre lui et Léo, c'était probablement lui qui avait convaincu Léo de partir à l'étranger. Pour ce que j'en savais,
C'était même Ethan qui avait répandu les rumeurs sur la fugue de Léo avec une autre. Il m'avait déjà proposé une alliance par le mariage, espérant remplacer son propre ami comme marié. Je l'ai refusé, ce qui a probablement un peu blessé l'ego de Léo. Ethan a grincé des dents. Et tu penses que d'épouser son demi-frère, avec qui il ne s'entend pas, n'est pas un énorme coup pour son ego? Honnêtement, épouser n'importe qui aurait été un coup pour Léo. Le fait était que je ne l'avais pas choisi, lui. À bien y penser, je connaissais Ethan bien avant de rencontrer Léo. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais déjà avec quelqu'un d'autre. Il a passé 3 ans à essayer de me piquer à mon copain. Au moment où j'ai enfin été célibataire, je me suis mise avec son meilleur ami, ce qui l'a rendu fou de rage. Il a donc passé 3 autres années à essayer de me piquer à Léo. Avec une telle persévérance, il pourrait réussir n'importe quoi. C'était aussi cet esprit implacable qui m'avait fait lui dire non. Je ne pouvais imaginer à quel point une rupture avec lui serait difficile. Tout ce mariage était épuisant, alors je me suis juste écroulée à l'hôtel après. Après une douche, je me suis effondrée sur le grand lit moelleux, sur le point de m'endormir. Julian a passé une éternité à hésiter dans la salle de bain, prenant la douche la plus longue et la plus méticuleuse de sa vie. Le temps qu'il trouve le courage de sortir, il m'a trouvée à moitié endormie, incapable d'apprécier la grande scène du bel homme sortant de son bain. Toute fantaisie qu'il avait de me séduire avec son physique s'est envolée. Les épaules de Julian se sont affaissées avec une pointe de déception, mais il s'est lentement approché du lit. J'ai senti une ombre tomber sur moi et j'ai lentement ouvert les yeux pour trouver Julian me fixant, m'étudiant attentivement. Il a semblé surpris que j'ouvre les yeux. Lorsque nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux, troublé, sans pour autant reculer d'un centimètre. « Tu es fatigué ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, me glissant un peu plus sur l'oreiller. J'avais été sur pied toute la journée. Même si je portais des baskets confortables sous ma robe, j'avais mal aux jambes. Julian a demandé « Tu as mal aux jambes ? Je sais faire des massages. Tu veux que je te les masse ?» J'ai levé les yeux vers lui. Ses yeux étaient clairs, du moins pour le moment, sans aucune arrière-pensée visible. Après avoir accepté le mariage, nous nous étions vus peut-être 4 ou 5 fois en tout. Nous nous étions tenus la main pour la première fois au mariage. Nous ne nous étions même pas encore embrassés, et encore moins fait quoi que ce soit de plus intime. Maintenant, fraîchement mariés, seuls dans une chambre ensemble, il me proposait de me masser les pieds. Je serais naïve de penser qu'il n'avait pas autre chose en tête. J'ai hoché la tête et, sans cérémonie, j'ai posé mes pieds sur ses genoux. Nous étions mariés, après tout. Autant en profiter le plus tôt possible. Julian a commencé à pétrir sérieusement mes mollets et mes chevilles. Sa technique n'était pas exactement professionnelle, mais c'était agréable. Plus il massait, plus je me réveillais. Mes jambes n'étaient plus aussi douloureuses, mais un autre genre de feu commençait à brûler en moi. Julian ne portait qu'un pyjama fin qui collait à son corps. Avec mes mollets reposant sur ses cuisses, je pouvais clairement sentir les muscles tendus et solides sous le tissu, et le frôlement occasionnel contre son abdomen. Pendant qu'il travaillait, il avait retroussé ses manches, révélant des avant-bras musclés. Ses mains étaient grandes, ses doigts calleux, sans doute à force de tenir un pinceau pendant des années. Mes yeux parcouraient son corps. Je pouvais presque imaginer les courbes cachées sous ses vêtements. Ses muscles n'étaient probablement pas trop volumineux, mais ils étaient bien là. J'avais d'abord supposé qu'à force d'être assis dans un fauteuil roulant, il n'aurait pas d'abdos, mais la sensation de tout à l'heure racontait une autre histoire. Les Grant ne lui prêtaient vraiment aucune attention. Ses muscles, bien que pas énormes, ne s'obtenaient pas sans exercice. Il n'avait aucune idée qu'il courait et sautait à la maison, aucune idée qu'il s'entraînait, et il restait persuadé qu'il était une personne handicapée en fauteuil roulant. C'était un fantôme dans sa propre maison. Julian a semblé sentir mon regard. Sous mon examen, ses muscles se sont tendus encore plus. Son expression est devenue distante et sa respiration plus lourde. J'avais remarqué dès le début que sa peau était très claire, contrairement à Léo, qui aimait les sports de plein air et était toujours bronzé. J'ai retiré mes jambes. Julian a instinctivement tendu la main et a attrapé ma cheville. Quand il a croisé mon regard taquin, il a retiré sa main comme s'il avait été électrocuté, la cachant derrière son dos et frottant le bout de ses doigts, où une trace de ma chaleur persistait encore. Je me suis assise et me suis rapprochée de lui. Ses yeux ont sillé et sa respiration est devenue encore plus lourde. « Tu as déjà eu une copine ?» ai-je demandé. « Non » a dit Julian. « Je suis toujours restée à la maison. » Mon regard devait être trop intense. Il m'a fixé un instant avant de ne plus pouvoir le supporter, ses yeux parcourant la pièce, pour découvrir que tout ce qu'il regardait le faisait rougir et faisait battre son cœur plus vite.
J'ai dit d'un ton neutre, alors tu ne sais probablement pas comment embrasser. Hein? La bouche de Julien était entr'ouverte. Au moment où il a levé les yeux, j'ai saisi l'arrière de sa tête et j'ai pressé mes lèvres contre les siennes. Il ne savait pas du tout comment embrasser. Il était si novice qu'il ne savait même pas comment répondre. L'initiative était entièrement mienne. À l'exception des surdoués, tous les garçons avec qui j'étais sortie avaient une réaction similaire à leur premier baiser, y compris Léo. Au début, il se contentait de presser ses lèvres contre les miennes, sans expression, peut-être en donnant un léger mordillement tout au plus. Il n'osait pas faire plus. Ce n'est qu'après beaucoup plus de baisers qu'il a pris le coup et a commencé à se battre pour la domination. Les longs cheveux de Julien étaient doux, les pointes encore légèrement humides. C'était agréable de passer mes doigts dedans. J'avais l'impression de ne même plus avoir besoin d'un chien. La vie conjugale avec Julien n'était pas aussi gênante que je l'avais imaginé. En fait, elle était plutôt harmonieuse. Et au-delà de l'harmonie, elle était même un peu chaleureuse. Le lendemain de notre mariage, j'ai travaillé tard au bureau. Quand je suis rentrée ce soir-là, la maison était encore vivement éclairée, et l'arôme de la nourriture a empli l'air dès que j'ai franchi la porte. Cela m'a prise au dépourvu. Je me suis souvenu qu'il m'avait demandé plus tôt à quelle heure je rentrerais. Il s'est avéré qu'il me préparait un repas tardif. Léo avait aussi l'habitude de me laisser une lumière allumée, m'attendant toute la nuit. Mais c'était surtout parce qu'il était un oiseau de nuit et ne pouvait pas dormir avant mon retour de toute façon. Quand il avait fini ses jeux vidéo, il s'asseyait simplement sur le canapé et restait dans le vide, m'attendant peu importe l'heure. Mais il ne savait pas cuisiner. Le laisser entrer dans la cuisine signifiait avoir le numéro des pompiers en composition rapide. Même s'il ne déclenchait pas d'incendie, ce qu'il préparait ne différait en rien de quelque chose qui aurait été jeté dans un feu de joie pendant 1 heure, en gros, du charbon. J'ai été impressionnée par les talents culinaires de Julien. Avait-il appris tout ça au nez et à la barbe des Grantes? Je ne sais pas quand ça a commencé, mais Julien est devenu un habitué de la cuisine. Je voyais souvent sa silhouette affairée s'y mouvoir. Je n'avais jamais pensé que cuisiner était une compétence importante. Pour des gens comme nous, engager un chef était assez facile. Peu importait si on savait cuisiner ou non, ce qu'on préparait ne serait jamais aussi bon que ce que ferait un professionnel. Mais en regardant Julien se déplacer dans la cuisine, j'ai soudain pensé qu'un tablier lui allait vraiment bien. Il y avait un certain charme contradictoire. Ses lèvres étaient fines et les coins de sa bouche tombaient naturellement, lui donnant un air distant quand il ne souriait pas. Ses cheveux mi-longs pendaient bas, voilant ses yeux et le faisant paraître encore plus renfermé. Seul moi savais à quel point il était séduisant quand je balayais doucement ses cheveux, lui prenais le visage en coupe et le forçais à me regarder, entier et déconcerté. Après quelques jours ensemble, j'ai remarqué qu'il se plaçait intentionnellement dans mon champ de vision. Quand j'étais dans mon bureau, épuisé par le travail, j'avais l'habitude de regarder par la baie vitrée. La vue extérieure m'aidait toujours à me vider la tête et à soulager temporairement ma fatigue. Aujourd'hui, il y avait une nouvelle touche de couleur dans cette vue. Julien avait installé un chevalet dans le jardin. Il avait attaché ses cheveux assez longs et retroussé ses manches. Ses bras forts étaient légèrement striés de couleurs vives, probablement à cause de la peinture qu'il s'était accidentellement étalée en mélangeant ses palettes. Il s'est progressivement fondu dans le paysage du jardin, et les couleurs sur sa toile, et sur lui-même, se sont enrichies. Dans la lumière et l'ombre tachetée, il est devenu partie intégrante d'une peinture magnifique et inoubliable. Je n'aime pas être dérangée quand je travaille. Ni Julien ni Léo n'oseraient jamais me déranger à ce moment-là. Léo, étant enfantin, s'asseyait parfois devant la porte de mon bureau quand j'étais occupée trop longtemps. Il grattait de temps en temps à la porte, comme un chat. Le son était si faible que je le manquais quand j'étais concentrée, mais je le remarquais toujours pendant une accalmie. Il utilisait cette méthode pour attirer mon attention, pour me rappeler que je l'avais ignoré trop longtemps. Une fois mon travail terminé, je me levais et ouvrais la porte. Léo était assis juste là, retirant la main qui s'apprêtait à gratter à nouveau, et il me regardait avec un large sourire. Mon voyage dans le passé a été interrompu par le son du pinceau de Julien tombant sur le sol à l'extérieur. Je dois admettre qu'après 3 ans ensemble, je n'avais pas encore complètement tourné la page avec Léo. Mais le temps fait toujours de la place pour que le nouveau entre et que l'ancien parte. Environ 4 ou 5 jours plus tard, Ethan est apparu, m'informant joyeusement que Léo avait découvert que j'avais épousé son bon à rien de demi-frère. Maintenant, même sans vol, il allait probablement rentrer littéralement à ski. Ethan était nonchalamment affalé en face de mon bureau, tripotant son téléphone. « Tu ferais mieux de préparer ton nouveau joujou. L'humeur de Léo n'est pas une blague. Ne parle pas de lui comme ça, ai-je dit sans lever les yeux. C'est mon mari maintenant.
Le visage d'Ethan s'est instantanément décomposé. Le regard suffisant et amusé a disparu, remplacé par une expression vide alors qu'il me fixait. Après une longue pause, il a dit doucement « Tu as toujours le don de me gifler au moment où je suis le plus heureux. » Puis, son ton a changé, et il a souri à nouveau. Et j'adore ça. J'ai eu un frisson de malaise. J'ai ouvert la bouche, mais à la fin, je n'ai rien dit. J'avais l'impression que tout ce que je dirais ne serait qu'une récompense pour lui. Quand je suis rentrée ce soir-là, Julian était comme d'habitude, calme et silencieux. Il m'avait préparé un repas tardif et avait disposé mes vêtements pour la douche. Il ne semblait pas différent des jours précédents, mais je sentais quand même un changement subtil. C'était probablement à cause de Léo. Après tout, notre mariage était de notoriété publique, tout comme mon mariage avec Léo aurait dû l'être. Bien que personne à part Ethan n'oserait m'en parler en face, cela ne voulait pas dire qu'il n'harcèlerait pas Julian. Il ne manque pas de gens qui aiment semer la zizanie. Je ne pouvais même pas imaginer combien de personnes lui avaient chuchoté à l'oreille toute la journée. Je savais qu'avec la personnalité de Julian, il ne dirait rien. Ou plutôt, il sentait qu'il n'avait pas le droit de se mêler de mes affaires. Notre mariage, dès le début, avait des allures de farce. Tout le monde lui disait qu'il avait volé la place de son frère, volé l'amante de son frère. Si cela était arrivé à Léo, il aurait piqué une crise depuis longtemps. Il aurait retourné mon monde avant même que je rentre à la maison, s'assurant que je n'ai pas un moment de paix. Puis, après sa crise de colère, il me regarderait avec ses yeux tristes et blessés, m'accusant de laisser les ragots l'atteindre, versant peut-être quelques larmes avant de se retourner et, avec mon soutien, de s'en prendre vicieusement aux gens qui avaient bavardé. Il n'a jamais été du genre à se laisser faire, et il était aussi impitoyable que possible. Son esprit était si plein de stratagèmes que j'avais l'impression qu'il aurait pu survivre jusqu'à l'épisode final d'une série sur les intrigues de palais. Mais Julian était différent. Il n'a pas été élevé entouré d'amour, il ne savait pas comment s'exprimer si librement. Ce côté de lui était complètement nouveau pour moi. Mon regard s'est posé sur ses lèvres fermement pressées et ses yeux baissés alors qu'il vaquait à ses occupations. Ses cils étaient longs et épais, et combinés à ses cheveux mi-longs, il cachait complètement ses pensées quand il baissait les yeux, rendant impossible de savoir ce qu'il pensait. J'ai ressenti une impulsion soudaine. Je voulais lui ouvrir la bouche de force, repousser ses longs cheveux et embrasser ses yeux. Et comme je l'ai pensé, je l'ai fait. À quoi sert un mari, sinon ? Julian s'est d'abord figé, ne s'attendant probablement pas à ce que je lui saute dessus sans avertissement. Mais une fois qu'il s'est repris, il a commencé à répondre, maladroitement et avec empressement. Alors que je le poussais sur le lit, je me suis penchée sur lui et j'ai remarqué que ses yeux commençaient à perdre leur concentration, ses pupilles se dilatant et tremblant au moindre de mes mouvements. Il a dû remarquer que je le regardais, car son regard a commencé à errer frénétiquement. Il n'a pas pu s'empêcher de lever son bras pour se couvrir les yeux. Mais en faisant cela, il ne pouvait plus me voir, ce qui ne faisait qu'amplifier chaque sensation sur le reste de son corps. La stimulation a fait bouger sa pomme d'Adam plus intensément alors qu'il déglutissait à plusieurs reprises, essayant de réprimer la chaleur qui montait en lui. J'ai retiré son bras. Depuis notre mariage, j'avais rarement été aussi autoritaire. Nous étions généralement polis et respectueux, ne nous lâchant qu'un peu au lit. Il avait l'air comme si je venais de lui arracher sa dernière parcelle de dignité. Ses yeux légèrement entr'ouverts brillaient d'humidité alors qu'il me regardait, particulièrement captivant dans la lumière tamisée et intime. « Quelque chose te tracasse aujourd'hui ?» ai-je demandé. Julian avait l'air hébété, son cerveau probablement trop stimulé pour fonctionner. Après un moment, il a marmonné « Non ». J'avais dit que j'allais lui ouvrir la bouche de force ce soir. Pendant que nous nous embrassions, je contrôlais le rythme et il tremblait de tout son corps sous l'intensité, il n'avait probablement jamais connu une telle stimulation. Juste ça suffisait à le faire s'effondrer. On aurait dit un joueur de niveau, un tombé sur le boss final. Je n'ai pas lâché Julian de toute la nuit. À la fin, il s'était ouvert à moi non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Les mots qu'il avait gardés enfouis au plus profond de lui, les choses qu'il n'osait pas ou ne voulait pas dire, je les ai tous fait sortir de lui. Je ne veux pas qu'il revienne. Tout le monde dit que tu étais censé être à lui. Mais c'est nous qui sommes mariés. Je ne veux pas nous séparer. Ne me quitte pas. Sa voix tremblait alors qu'il me regardait, ses yeux embués de larmes. Même si nous étions mariés, nous ne nous connaissions pas depuis aussi longtemps que Léo. Il n'avait pas le droit d'être aussi jaloux. Dès l'instant où il avait accepté de m'épouser, il savait que ce jour viendrait. Il savait que Léo reviendrait tôt ou tard, et il devrait faire face au fait que je ne l'aimais pas. Mais il ne pouvait pas contrôler son cœur. Personne ne pouvait rester indifférent. Il était jaloux.
Tellement jaloux qu'il en devenait fou. Mais tout ce qu'il pouvait faire était de maudire silencieusement Léo, espérant qu'il raterait son vol, que le blizzard durerait un peu plus longtemps, ou peut-être qu'il serait pris dans une avalanche en rentrant à ski. Juste qu'il ne meure pas. Il savait qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec un mort. Il valait mieux qu'il reste en vie. Vivant pour les regarder être heureux ensemble pour le reste de leur vie. Avant qu'une larme ne puisse tracer son chemin dans ses cheveux, j'ai tendu la main pour l'essuyer, puis je me suis penchée pour lui mordre doucement la lèvre. Ne t'inquiète pas. Je n'appartiens à personne. Et tu as le droit d'être jaloux. Bien que Julien soit inexpérimenté, nous étions étonnamment compatibles au lit. Je n'avais pas beaucoup d'espoir pour ses performances dans ce domaine. Après tout, j'avais eu pas mal d'expérience avant lui, et juste avant lui, il y avait le exceptionnellement doué Léo. Il serait difficile pour quiconque de le surpasser, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles j'étais sortie avec Léo si longtemps et avait même été prête à l'épouser. Il faut plus que de l'amour pour qu'un mariage fonctionne. Léo était jeune et aimait jouer. Il avait 1 million de tours dans son sac, assez pour me maintenir constamment excitée et ravie. Mais cela ne signifiait pas que Julien ne pouvait pas m'offrir quelque chose de différent. Peut-être que c'est juste de famille. À chaque confession de Julien, je ressentais une vague de satisfaction. C'était probablement mon propre petit plaisir tordu, mais j'adorais le pousser à faire et à dire des choses déplacées. J'adorais le voir vaciller au bord de l'effondrement, pour être ensuite ramené par moi, son expression hébétée alors qu'il acceptait sa récompense. Ses émotions et son corps étaient complètement sous mon contrôle. C'était un autre genre de frisson, que Léo ne pourrait jamais me donner. Julien haletait, trempé de sueur. « Tu n'es pas en colère ?» a-t-il demandé. J'ai dit tellement de mal de lui. Si j'étais en colère, ai-je dit, pourquoi te récompenserais-je ? Les yeux de Julien se sont instantanément illuminés. L'anxiété qui le tourmentait toute la journée a finalement trouvé un endroit où se reposer. Je lui avais donné la permission d'être jaloux. Et à ce moment-là, il a aussi su que Léo n'avait pas autant d'importance pour moi qu'il avait craint. Le jour où Léo est revenu, Julien a été le premier à recevoir la nouvelle. Il m'a appelé juste au moment où je terminais une réunion et m'apprêtais à me rendre à la suivante. « Les grandes veulent que je vienne dîner ce soir. »« Seul » a dit Julien d'une voix basse. Il a dû entendre le bruit de fond de mon côté, car il a rapidement ajouté « Je te dérange ?» « Non » ai-je répondu. Normalement, les Grant ne lui demanderaient jamais de venir. Même s'il était maintenant celui qui représentait leur famille dans notre mariage, ses parents voulaient le voir le moins possible. Cette fois, ils l'ont convoqué, mais pas moi. J'ai supposé que c'était Léo qui avait poussé ses parents à l'appeler. J'avais bloqué et supprimé toutes les coordonnées de Léo après son petit coup. Comme il ne pouvait pas me joindre, il s'en prenait maintenant à Julien. Il n'allait clairement pas laisser son frère tranquille. « Mon frère est de retour », a dit Julien. « Si tu ne veux pas y aller, tu n'es pas obligé. Tu peux dire non, lui ai-je dit. » La voix de Julien s'est faite plus grave, teintée d'une pointe de grief. « Ils m'ont menacé. Ils ont dit qu'ils jetteraient toutes mes peintures. Il me reste encore des choses que je n'ai pas ramenées. » Je pouvais presque l'imaginer, la tête basse, l'air frustré. Ma première pensée a été, il a enfin appris à me demander de l'aide. Quand je l'ai ramené à la maison pour la première fois, on ne pouvait pas lui arracher un mot. J'ai vérifié mon emploi du temps. Ils t'ont dit de venir à quelle heure ? Je suis prise pour l'instant. Vas-y, et je viendrai te chercher après ma réunion. Et cette fois, emballe tout ce qui est important. D'accord. Comparé au ton abattu qu'il avait au début, son d'accord était pratiquement plein d'énergie, porteur d'une étincelle de jeunesse rare. Après avoir raccroché, j'ai regardé les appels manqués et les innombrables SMS sur mon téléphone, ainsi qu'un flot de nouvelles demandes d'amis. Je pouvais deviner de qui il s'agissait à des kilomètres. Léo, pourquoi tu as épousé quelqu'un d'autre ? Pourquoi tu as épousé quelqu'un d'autre ? Pourquoi tu as épousé Julien, ce putain d'infirme, il est mort ce connard. Tu as une idée de ce que j'ai ressenti en voyant la nouvelle de ton mariage dans un endroit où il faisait des dizaines de degrés en dessous de zéro ? Mon cœur était plus froid que cette terre gelée. Tout le monde était au courant que tu te mariais avec quelqu'un d'autre, alors pourquoi personne ne me l'a dit ? J'ai dû l'apprendre sur mon fil d'actualité. T'es en colère, c'est ça ? Tu es en colère contre moi, hein ? Tu as épousé Julien juste pour me faire chier, pas vrai ? C'est toi qui as commencé la dispute avec moi. Tu t'es énervé contre moi à cause d'un type et tu m'as traité d'enfantin. Pourquoi je ne pourrais pas être en colère ? De quel droit tu peux être plus en colère que moi ? Je comprends maintenant.
Tu n'étais pas en colère à cause de moi, n'est-ce pas? Tu as entendu les rumeurs sur ma fugue et tu as épousé Julian sur un coup de tête, c'est ça? Je suis de retour maintenant, je vais tout expliquer. Je ne me suis enfuie avec personne. Je suis partie seule. Je n'ai même pas pris de valise. Pourquoi j'aurais emmené une femme avec moi? Je suis fou ou quoi? Je ne sais pas qui a lancé ces rumeurs sur moi. C'était l'idée d'Ethan. L'endroit où je suis allée, il faisait -20 avec un blizzard. Pourquoi je me serais enfuie avec quelqu'un dans un endroit pareil? Je suis idiot ou quoi? Je n'ai vraiment pas fugué. Il était aussi ridicule que jamais. Je me demandais si le blizzard glacial avait gelé le peu de cerveau qui lui restait. Il semblait encore plus à côté de la plaque qu'à son départ. Après avoir tout terminé, je me suis rendue en voiture chez les Grant. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai entendu un grand fracas de l'intérieur, suivi du son de cris furieux d'une voix très familière. En jetant un coup d'œil par la porte, j'ai vu Julian traînant une valise, faisant face à 3 personnes. Monsieur et Madame Grant faisaient semblant de retenir Léo et de le calmer, mais ils ne l'arrêtaient pas vraiment. J'ai poussé la porte grande ouverte. Tout le monde à l'intérieur s'est figé. La main de Léo, qui agrippait le col de Julian, s'est arrêtée puis s'est lentement desserrée. L'expression furieuse et tordue de son visage s'est progressivement transformée en autre chose, un mélange de surprise, de blessure et de colère persistante. Il me fixait sans un mot, ses yeux sombres rivés sur les miens. Le salon était un véritable désordre. Julian avait l'air débraillé, une marque de manette sur le visage et un bleu se formant au coin de sa bouche. Il avait quitté la maison propre et bien rangée ce matin. Maintenant, ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre. Il a détourné les yeux de mon regard inspecteur, embarrassé, resserrant sa prise sur sa valise. Je suis passé devant eux et j'ai regardé Monsieur et Madame Grant. Vous l'avez fait revenir ici juste pour que votre fils puisse passer sa colère sur lui. Ai-je demandé froidement. Ils étaient sans voix. Léo me regarda avec incrédulité. Tu le défends? De quel droit tu le défends? Au motif que nous sommes légalement mariés. J'ai tiré Julian à mes côtés et j'ai tendu la main pour toucher la coupure sur sa lèvre. Ce simple geste, et ces 3 mots, légalement mariés, ont suffi à enflammer la fureur de Léo. Il est à ma place, a rugi Léo. C'est moi qui sortais avec toi, c'est moi qui devais t'épouser. Il a volé ce qui me revenait de droit, de quel droit tu le défends? Léo, c'est toi qui as planté le mariage, ai-je dit, sentant le besoin de le lui rappeler puisque son cerveau ne fonctionnait manifestement pas. Il bouillonnait toujours, rétorquant avec une colère pleine de suffisance, je t'ai déjà expliqué. C'est toi qui m'as mis en colère d'abord. Je voulais juste que tu t'excuses. Je voulais que tu prouves que tu m'aimes à 100%, et tu ne l'as pas fait. Tu m'as largué sans un second regard, et tu as épousé quelqu'un d'autre. Tu as épousé quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un dont tu n'es pas proche, quelqu'un que je déteste. De quel droit tu me dis de ne pas être en colère? Le visage de Léo était rouge de rage, ses traits tordus par la fureur, mais ses yeux brillaient de larmes, comme s'il suppliait. Et tout à l'heure, tu ne m'as même pas regardé en entrant. Tu n'as remarqué que lui, qu'il était blessé, tu n'as pris que sa défense. Tu ne t'es même pas soucié de savoir si j'allais bien après avoir fait tout ce chemin pour revenir. Pourquoi ne devrais-je pas être en colère? Je l'avais déjà dit. Léo était incroyablement enfantin. Il avait été pourri gâté par ses parents, transportant son innocence et son égoïsme d'enfant directement dans sa vie d'adulte. Bien sûr, il pouvait prendre soin de lui-même, était parfois discipliné et même intelligent. Mais quand il s'agissait de ses besoins émotionnels, il était comme un enfant, exigeant constamment plus des autres, essayant même de posséder la vie entière d'une personne, voulant qu'elle lui appartienne complètement, à 100%, ne permettant à personne d'autre de s'approcher. Jouer la carte de la disparition juste avant le mariage, seul lui ferait une chose pareille. Léo a continué à déchaîner sa rage, déversant toute sa colère et ses griefs sans se soucier de personne d'autre dans la pièce. Quand il a enfin fini de se défouler, il m'a regardé avec des yeux remplis de larmes, ses sourcils et les coins de ses yeux tombants, lui donnant l'air pitoyable et lésé, comme s'il était celui qui avait subi une grande injustice. Mais la vérité était que tout le monde dans cette pièce avait passé la majeure partie de la journée à nettoyer le gâchis de sa décision impulsive de s'enfuir, un gâchis qui faisait encore l'objet de ragots. Derrière moi, Julian a tendu la main et a pris la mienne. Au début, c'était une prise hésitante, mais quand il a vu que je ne me retirais pas, il a entrelacé ses doigts avec les miens, me tenant fermement. C'était comme s'il espérait que je me souviendrais qu'il était là et que je ne serais pas influencée par la performance de Léo. Je lui ai jeté un coup d'œil. Il m'a adressé un sourire amer, les yeux remplis d'une anxiété évidente.
J'ai serré sa main en retour. Léo a essuyé ses larmes, et ses yeux ont vacillé sur le côté. Il n'a pas vu l'expression qu'il voulait sur mon visage. Au lieu de ça, il a vu Julian et moi nous tenir la main. Son expression a changé en un instant. La colère qui s'était apaisée après son explosion a de nouveau flambé, encore plus chaude qu'avant. Léo a fait un pas en avant, avec l'intention de séparer nos mains. J'ai attrapé son poignet, l'arrêtant net. « De quel droit il te tient la main, enfoiré ?» a craché Léo entre ses dents. C'était une situation d'un nouveau genre. Quand nous étions encore ensemble, je savais exactement comment naviguer dans ces confrontations dramatiques et m'en sortir indemne. Il suffisait de flatter l'ego de Léo. Le garder calme, c'était comme obtenir la paix dans le monde. Mais maintenant, je protégeais quelqu'un d'autre, et Léo était mon adversaire. Je devais trouver comment le défier et quand même mettre fin à ce drame en un seul morceau. « Léo, je suis mariée », ai-je dit. Au moment où tu as choisi de t'enfuir, c'était fini entre nous. J'ai insisté sur chaque mot, regardant les larmes dans les yeux de Léo monter et finalement couler sur son visage. Son feu arrogant s'est éteint en un instant. Même ses parents devaient admettre que lorsque Léo était enragé, j'étais la seule à pouvoir le contrôler. Je voulais juste lui faire comprendre que même sans Julian, je n'aurais jamais choisi de l'épouser. Il savait que s'enfuir me mettrait en colère. Il savait que faire une chose pareille à ce moment précis franchirait ma dernière limite, mais il l'a fait quand même. Il l'a fait parce qu'il voulait repousser mes limites, petit à petit, pour me faire baisser mes exigences envers lui. De cette façon, il pourrait être encore plus imprudent, ce qui pour lui était une preuve supplémentaire que je l'aimais à 100%. Il était intelligent et égoïste, sachant toujours comment faire céder les autres pour obtenir ce qu'il voulait, comment tirer le meilleur parti de chaque situation et recevoir le plus d'affection. Mais il n'était pas assez malin, et il ne me connaissait pas assez bien. Il ne comprenait pas pourquoi, pendant toutes ces années, personne n'avait jamais réussi à franchir mes limites. Je pouvais jeter un homme avec qui j'étais depuis 10 ans, alors encore plus un homme avec qui je n'étais que depuis 3 ans. Peu importe à quel point on aime quelqu'un, on ne peut pas le laisser prendre le bras quand on lui donne un doigt. Mais c'était une leçon qu'il n'a apprise qu'après avoir déjà perdu. Sur le chemin du retour, Julian et moi étions silencieux. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Le comportement de Léo avait été assez explosif. Il se comportait comme le méchant d'un feuilleton, allant même jusqu'à faire un coup comme rappeler quelqu'un à la maison pour que ses parents l'aident à le malmener. Mon esprit a commencé à divaguer, et plus j'y pensais, plus Julian ressemblait à la version masculine d'une demoiselle en détresse de la vieille école. Un père démissionnaire, une mère décédée, une belle-mère sans amour, un demi-frère violent. Tu es toujours en colère ? Une question prudente est venue du siège passager. Je l'avais vu me jeter des coups d'œil tout le temps. Je me demandais combien de temps il tiendrait avant de finalement briser le silence. Je ne suis pas en colère contre toi. Peux-tu me dire ce qui s'est passé tout à l'heure ? Julian est resté silencieux un moment, puis il a commencé à résumer lentement les événements. Il se retenait, testant probablement le terrain. Il était comme un chaton prudent, reniflant l'air avant de sortir de sa zone de sécurité, s'assurant que c'était sans danger avant de sortir complètement pour se jeter dans vos bras. Si j'insistais, il développerait, devenant plus audacieux et présentant l'histoire dans sa forme brute et non filtrée. J'ai joué le jeu, posant des questions pas à pas, comme il avait espéré. Julian a lentement ajouté de plus en plus de piquant à son bref résumé. Cela incluait, sans s'y limiter, comment il avait été ignoré dès son arrivée à la maison, comment Léo l'avait acculé alors qu'il faisait ses valises et avait exigé le divorce. Il m'a raconté comment les parents de Léo s'en étaient mêlés, disant qu'il s'était immiscé dans la relation de son frère et avait volé le bonheur de son frère, le traitant d'ingrat. Les trois se sont ligués contre lui, le pressant de divorcer et de rendre sa place à Léo, leurs paroles pleines d'insultes et de moqueries. Quand il a refusé, il n'a fallu que quelques mots avant que les choses ne dégénèrent. Les parents de Léo sont restés là à regarder, offrant quelques mots de dissuasion peu convaincants, faisant brièvement semblant d'essayer de les séparer. Il était en train de me les dénoncer. Et probablement d'essayer de me monter la tête contre Léo par la même occasion. C'était bien le chat que j'avais attiré hors de son trou. De retour à la maison, après que nous ayons tous les deux pris une douche, j'ai posé la trousse de premiers soins sur le lit et j'ai dit à Julian, qui venait de finir de se sécher les cheveux, de s'approcher pour que je lui mette de la pommade sur le visage. Il s'est approché lentement de moi. Je ne me suis pas écartée, et prenant cela comme un signe d'approbation, il s'est allongé et a posé sa tête sur mes genoux, tournant sa joue meurtrie vers moi. Ses longs cheveux chatouillaient ma peau nue. J'ai tendu la main et j'ai écarté ses mèches rebelles, mes doigts caressant doucement sa joue avant de se poser finalement sur sa blessure. « Ça fait encore mal ?» ai-je demandé doucement.
La marque de la main s'était estompée, mais c'était encore un peu rouge et enflé. Julian a hoché la tête, frottant sa joue contre ma jambe. J'ai mis un peu de pommade sur le bout de mon doigt et l'ai doucement appliquée sur son visage. Son visage a commencé à rougir, plus rouge que lorsqu'il est sorti de la douche chaude. La peau à l'endroit de notre contact semblait brûler encore plus fort. En fait, frotter de la pommade sur une blessure avec le doigt pique encore. Après tout, Léo n'était pas du genre à se retenir. Mais cette douleur était accompagnée d'un parfum, une fragrance qui faisait chauffer tout son corps à cause de la légère piqûre, comme s'il tombait vraiment malade. Julian connaissait la source du parfum. C'était mon gel douche. Ils venaient tous les deux de prendre une douche, et l'odeur sur leur corps était particulièrement forte. Autrefois, chaque fois qu'elle venait à la maison et passait à côté de lui, elle portait toujours un parfum, généralement du parfum. Quand Léo rentrait, il portait toujours son odeur aussi. À l'époque, il semblait ne faire qu'un. Mais maintenant, c'était lui qui appartenait. Ils utilisaient le même gel douche, portaient le même parfum. Même quand elle mettait du parfum le matin, il en attrapait un peu juste en étant près d'elle. Il ne voulait jamais que l'odeur s'estompe, comme s'il avait été marqué par elle. Tout son corps sentait son odeur. As-tu dit quelque chose chez les Grant pour le mettre dans une telle colère ? Ma question est venue de nulle part, et Julian a été clairement pris au dépourvu. Léo était généralement sujet aux crises de colère, mais il provoquait rarement une scène aussi énorme, surtout pas en saccageant la maison alors qu'il savait que j'arrivais. On aurait plutôt dit qu'il avait été provoqué et avait brièvement perdu la tête. Julian a hésité, puis a hoché la tête. « Tu as dit que je pouvais » a-t-il dit à voix basse. « Je l'ai permis. » Bien sûr, je l'ai permis. Le fait que je lui ai permis de laisser transparaître sa jalousie et sa haine signifiait que Léo n'était pas si important pour moi. Julian était assez intelligent pour le comprendre. Donc, quand il a affronté Léo, il n'était pas aussi faible qu'il aurait pu le paraître. Il n'est juste pas passé à la violence physique. Mais il n'a certainement pas mâché ses mots. Des choses comme « je serai à elle pour le reste de ma vie, mais tu n'auras jamais ta chance ». Et que, tant qu'il ne commettrait pas d'erreur fondamentale, il serait un couple légalement marié pour la vie. Léo était venu le forcer à divorcer, pas pour l'entendre déclarer à quel point son mariage était solide et inébranlable. Bien sûr, il ne pouvait pas le supporter. Julian a fait tout ça pour me montrer à quel point Léo était violente et égoïste, pour contraster avec sa propre nature douce et vertueuse. La tactique était vieille, mais elle a fonctionné parce que son adversaire était vraiment nul. Même les trucs les plus vieux et les plus puérils pouvaient marquer des points. Julian savait qu'il ne pouvait pas me cacher ses petites manigances, et il n'en a jamais eu l'intention. Mon absence de reproche signifiait que la tactique était approuvée. Cela signifiait qu'une fois Léo sorti, il était sorti pour de bon, sans aucune chance de retour. La chute de Léo était sa cupidité. Il a grandi en recevant 100% de l'amour, alors il exigeait la même chose de sa partenaire. Mais elle n'était pas du genre à se jeter corps et âme dans la poursuite de l'amour. Il était destiné à ne jamais obtenir ce qu'il voulait. Mais lui, il était différent. Il avait reçu si peu d'amour en grandissant que juste un peu d'affection pouvait remplir tout son cœur. J'ai accroché une mèche des longs cheveux de Julian et l'ai glissée derrière son oreille, lui donnant une petite tape rassurante. « C'est bon. Tu peux être complètement honnête avec moi. » Ces mots étaient comme un sortilège, ramenant Julian de nombreuses années en arrière. Il était assis dans une voiture, regardant une Olivia lycéenne de loin. Elle observait calmement un chat errant sauvage et indomptable. Le chat semblait blessé, sa fourrure emmêlée de sang, et il était d'une maigreur douloureuse. La blessure avait probablement été causée par une personne, il était donc extrêmement méfiant envers les humains. Il sifflait et crachait sur elle, le poil hérissé. Mais Olivia ne montrait aucune peur. Au lieu de cela, elle a tendu la main vers lui. Elle a semblé dire quelque chose. Sans surprise, le chat l'a griffé, mais elle a juste froncé légèrement les sourcils, ne montrant aucune autre réaction. Le chat s'est retiré plus loin dans sa cachette, mais elle a patiemment attendu à l'entrée avec une friandise pour chat, avançant de temps en temps sa main avant de la retirer à une distance de sécurité, comme un pêcheur patient qui attend que le poisson morde. Peut-être qu'il avait vraiment faim. Incapable de résister à la tentation de la nourriture, le chat a prudemment sorti la tête du trou, d'abord en tendant une patte, puis en se penchant pour renifler, pour se retirer à nouveau, puis réapparaître. Cela s'est produit plusieurs fois. Sa main est restée stable, n'essayant plus de la tirer. Finalement, semblant confirmer qu'il n'y avait aucun danger, le chat est sorti, boitant pour venir lécher la nourriture dans sa main. Elle a lentement ouvert sa paume, regardant le petit chat grimper sur sa main pour avoir plus de nourriture. Puis, d'un mouvement rapide,
Elle a refermé sa main autour de lui, et il ne pouvait plus s'échapper. Elle a semblé dire quelque chose alors, aussi. Sa main a parcouru la poitrine du chat, et quand il a essayé de se recroqueviller, elle a doucement redressé ses membres pour examiner ses blessures. Dans un état second, il a eu l'impression que la scène d'il y a des années se superposait au moment présent. Ses mots actuels ont voyagé dans le temps, atterrissant sur cette scène d'antan. Il se sentait comme ce chat, bercé dans la paume de sa main. Il n'a pas pu s'échapper à l'époque, et il ne peut pas s'échapper maintenant. Julien s'est soudainement redressé et, à ma grande surprise, a déposé un baiser entre mes jambes. Après le retour de Léo, les ragots, comme on pouvait s'y attendre, n'ont fait qu'augmenter. Ma sœur a commencé à traîner dans mon bureau tous les jours, essayant de dénicher des histoires sur moi et les deux frères. Même tenir son bébé ne l'arrêtait pas. Quand elle a finalement épuisé tous les ragots qu'elle pouvait obtenir de moi, elle a posé sa fille de moins d'1 an sur mon bureau et est partie pour sa lune de miel. Me laissant, moi et Mia, dans sa petite grenouillère, à nous regarder. Elle était assise sur mes documents. Un seul regard sur son petit visage innocent, et les souvenirs de la terreur qu'elle pouvait déchaîner sont revenus en force. Ce n'était pas la première fois que ma sœur me refilait sa fille. À l'époque, j'avais naïvement gardé un peu d'espoir pour ma propre sœur. Je l'ai appelée et lui ai demandé si elle avait oublié sa fille. Le résultat a été une série de mauvaises connexions, téléphone éteint, et le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Après que l'appel a été coupé, ma sœur m'a envoyé un SMS, juste pour ajouter un peu de chaleur à ta famille nouvellement formée. Quand je suis rentrée du travail ce soir-là, tenant un bébé, j'ai clairement vu tout le corps de Julien se raidir. Il a fixé Mia pendant quelques secondes, puis ses yeux ont vacillé vers mon visage. Je soupçonne que pendant une fraction de seconde, il a pensé que le bébé était le mien. Croisant son regard, j'ai dû expliquer. C'est la fille de ma sœur. Elle est partie en vacances. Une expression peu naturelle a traversé le visage de Julien, alors qu'il tendait la main pour prendre Mia. J'étais sur le point de l'arrêter. Cette gamine n'était pas vraiment amicale avec les étrangers. La dernière fois que Léo a essayé de la prendre, il a eu une égratignure en retour, et elle a commencé à pleurer à chaudes larmes dès qu'elle a été dans ses bras. Mais à ma grande surprise, Mia a juste fixé Julien. Elle a résisté une seconde quand il l'a prise pour la première fois, laissant échapper un petit couinement mécontent, mais quelques secondes plus tard, elle s'est calmée, se nichant confortablement dans ses bras, regardant curieusement ses longs cheveux. Julien avait un vrai talent avec les enfants. Il était un peu maladroit au début, mais après une rapide recherche en ligne de tutoriels sur la parentalité, il la tenait et la calmait comme un pro. Je venais de poser mes affaires, et le temps de me retourner, les deux s'entendaient à merveille. Il l'a même tenue sur ses genoux pour la nourrir pendant le dîner. Soudain, mon casse-tête de garde d'enfant a disparu. La dernière fois que ma sœur a déposé le bébé, ni Léo ni moi ne savions quoi faire. Nous étions tous les deux dépassés, et même avec une nounou, c'était une lutte. Surtout que Léo n'aimait pas les enfants, et Mia ne l'aimait pas. Ils étaient un parfait duo de dégoût mutuel. Parfois, je lui demandais de tenir le bébé 1 minute, et je revenais pour trouver les deux, le grand et la petite, maintenant une distance prudente même en étant tenus, se tournant ostensiblement le dos, tous deux avec des expressions de dégoût sur le visage. Léo ne se contentait pas de ne pas aimer les enfants, il avait une aversion égale pour quiconque s'approchait de moi. Les enfants n'étaient qu'une catégorie. Et Mia était un cas spécial. C'était la fille de ma sœur, et je l'adorais. Chaque fois qu'elle était là, il m'était difficile de prêter attention à qui que ce soit d'autre. Léo s'est plaint plus d'une fois que lorsque le bébé venait, je l'ignorais. Il avait l'impression que la gamine volait l'amour qui aurait dû lui être destiné. Il a déclaré qu'il ne voulait jamais d'enfant. Sa logique et sa personnalité étaient toutes deux celles d'un adolescent. Il est logique qu'il rejette sa propre espèce. Mais Julien était différent. Il semblait vraiment aimer les enfants et était un soignant naturel. Après avoir regardé quelques tutoriels en ligne et essayé, il la manipulait avec autant d'habileté qu'un animateur de maternelle. C'est peut-être ça la différence. Léo a grandi entouré d'amour. Il n'a jamais eu à apprendre à prendre soin de lui-même ou de qui que ce soit d'autre. Mais Julien, après la mort de sa mère et le remariage de son père, a dû apprendre à prendre soin de lui-même. Quand je suis sortie de la douche, j'ai entendu le rire de Mia venant du lit. Julien jouait avec elle, agitant un jouet. Je suis restée là, les bras croisés, à regarder un moment avant de m'approcher. Il y a de la place pour moi sur ce lit. Julien a rougi et s'est décalé, me faisant de la place. Je me suis assise à côté de lui. Mia a tendu la main et m'a donné un jouet pour jouer avec. Après l'avoir pris, elle a attrapé un autre jouet et l'a donné à Julien. Mia t'aime vraiment beaucoup, ai-je dit.
Les enfants ont un sens aigu de qui est bon et qui est mauvais. Ils savent qui les aime et qui ne les aime pas. C'est pourquoi, peu importe à quel point Léo faisait semblant pour me faire plaisir, elle le détestait toujours. Quand il était là, Mia gardait ses jouets dans son propre petit coin. Si Léo en touchait un, elle pleurait, alors lui en donnait involontairement, n'en parlons pas. Julien était rouge comme une pivoine. Je l'aime beaucoup aussi. Ça se voyait. Même quand la gamine lui grimpait dessus, tirant ses cheveux avec ses petites mains maladroites, il ne bronchait pas. Il baissait simplement la tête, serrait doucement ses petites mains et lui chuchotait d'être douce. Après avoir joué un peu, Mia a commencé à avoir sommeil. Julien l'a prise dans ses bras, l'a bercée et lui a tapoté le dos en fredonnant doucement. Il ne portait qu'un pyjama fin, ses longs cheveux attachés en une queue de cheval basse qui reposait nonchalamment sur son dos. Quelques mèches s'étaient échappées et tombaient sur sa poitrine. Dans la lumière chaude et tamisée, il était légèrement penché, tenant le petit enfant. Ses cils baissés et la légère courbe de ses lèvres adoucissaient ses traits quelque peu froids, lui donnant une lueur douce. « Tu aimes beaucoup les enfants ?» ai-je demandé doucement. Julien a fait une pause, m'a jeté un coup d'œil, après un moment, a dit « Je les aime à cause de toi. » Ah oh. Parce que Mia est ma nièce, il l'aime. Le même principe, qui m'aime mon chien, mais les réactions de Julien et de Léo étaient complètement différentes. En regardant son profil sérieux, j'ai ressenti cette envie espiègle de le taquiner à nouveau. « Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je dit. « Je n'aime pas les enfants. »« Hein ?» a-t-il lâché, son expression devenant vide une seconde. « Mia est la fille de ma sœur, donc je l'aime bien. » ai-je dit. « Mais je ne veux pas en avoir. » C'était une blague, mais c'était aussi la vérité. Le temps et l'énergie nécessaires pour une grossesse et un accouchement étaient immenses. Avec ce temps, je pouvais faire passer mon entreprise au niveau supérieur. Le retour sur investissement pour n'importe quoi d'autre serait plus élevé que d'avoir un enfant. Il n'y avait pas besoin de perdre mon temps avec ça. Julien était sur le point de dire que ce n'était pas grave, qu'il s'en fichait. Mais je l'ai coupé. Mais si c'était toi qui l'avais, je l'aimerais certainement. J'ai vu le visage d'une personne virer au cramoisi en temps réel. On aurait dit qu'il était sur le point d'entrer en combustion spontanée. Si ça avait été Léo, il aurait juste froncé les sourcils de dégoût et dit hors de question, il n'allait pas avoir de bébé, et je n'avais pas le droit non plus. Personne n'avait le droit d'interférer dans leur monde à deux, pas même leur propre enfant. Mais Julien, après un bref moment de timidité, a en fait commencé à considérer inconsciemment la possibilité. Je lui ai tapoté la tête. « Tu penses vraiment à avoir mon bébé ?» Il a frotté l'endroit que j'avais tapoté et m'a souri. Ça n'avait pas fait mal. En fait, une sensation agréable et picotante persistait. Je me suis penchée et lui ai donné un baiser. Il était vraiment adorable. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réalisé que Julien s'était lentement, presque imperceptiblement, infiltré dans tous les coins de ma vie, me permettant de me détacher complètement de l'amour intense et possessif de Léo. Parfois, je le regardais, lui et Mia, sur la caméra de surveillance. Le grand et la petite étaient assis sur le tapis. Parfois, il lui racontait une histoire pour l'endormir, parfois il fredonnait une douce mélodie, et d'autres fois, Mia jouait avec ses jouets pendant qu'il était assis sur le tapis, la tête baissée, en train de dessiner. Il laissait même la gamine gribouiller dans son carnet de croquis ou utiliser ses vêtements comme toile pour ses doigts couverts de peinture. Quand elle était fatiguée, il demandait à la nounou de lui donner un bain. Chaque soir, quand je rentrais à la maison et que j'ouvrais la porte, j'étais accueillie par une scène d'harmonie et de chaleur. En entendant la porte s'ouvrir, ils levaient tous les deux la tête, et en croisant leurs deux paires d'yeux brillants et joyeux, mon humeur, peu importe à quel point elle était frustrée, s'adoucissait instantanément. Julien venait vers moi, tenant Mia, prenait mon manteau et plaçait l'enfant sage dans mes bras pour un petit jeu. Je commençais enfin à comprendre pourquoi les hommes étaient si pressés de se marier et d'avoir des enfants. Si la vie était comme ça ne me dérangerait pas d'avoir plus d'enfants. Après tout, quand ils sont sages, ce sont des anges, et quand ils pleurent, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, j'ai rendu Mia à Julien et j'ai fait glisser la porte vitrée pour sortir sur le balcon et répondre à l'appel. « Bonjour, monsieur Grant. Qu'est-ce qui ne va pas ?» C'était le père de Léo. Bien que nos deux entreprises soient en pleine négociation d'un nouveau projet, je doutais qu'il m'appelle pour le travail à cette heure-ci. Effectivement, après une brève reconnaissance, un court silence a suivi à l'autre bout du fil. Il essayait clairement de trouver comment commencer. La seule chose qui pouvait faire hésiter un homme aussi décidé était une affaire personnelle entre moi et Léo. Le fait est que
Monsieur Grant venait de prononcer 4 mots, quand une voix impatiente a coupé de l'autre côté. « Laisse-moi, laisse-moi. Papa, donne-moi le téléphone. » J'ai reconnu cette voix instantanément. La voix étranglée et larmoyante de Léo est parvenue à travers la ligne, épaisse d'un ton nasal. « Olivia, je suis malade. C'est une maladie vraiment grave. » Il avait été si agaçant que j'avais bloqué son numéro de téléphone et tous ses comptes de réseaux sociaux. Je bloquais chaque nouveau compte qu'il créait. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui récemment et je pensais qu'il avait finalement abandonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit malade. C'était logique, cependant. Aller dans un endroit si froid seul, puis recevoir soudainement la nouvelle explosive que je m'étais mariée avec quelqu'un d'autre, faire un voyage turbulent de retour, puis devoir se battre avec Julien, pour être complètement repoussé. Son esprit et son corps ont dû prendre un énorme coup. Ce serait un miracle s'il n'était pas tombé malade. Tu ne devrais pas m'appeler pour ça. Tu devrais appeler un médecin. Ne raccroche pas. S'il te plaît, laisse-moi juste dire quelques mots. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû être si égoïste. Léo a commencé à divaguer, s'excusant encore et encore, mais c'était toujours les mêmes phrases. Il n'était pas vraiment désolé pour ce qu'il avait fait. Il sentait juste qu'il n'avait pas d'autre choix que d'admettre sa faute pour me reconquérir. Je sais vraiment, vraiment que j'ai eu tort. Peux-tu me débloquer, s'il te plaît ? Je ne te demande pas de me pardonner, juste de me donner un moyen de te contacter. Il avait appris sa leçon cette fois. Il savait ce que signifiaient les petits pas maintenant. S'il te plaît. Je ne peux pas continuer à utiliser les téléphones de mes parents pour t'appeler. Je promets que je ne dérangerai pas ta vie. Ouais, c'est ça. La voix de Léo s'est légèrement élevée, mêlée à un ton suppliant et larmoyant qui avait une certaine qualité séductrice. Il utilisait toujours cette tactique quand il me mettait en colère. Il savait que j'étais faible face à ça, et il était très doué pour utiliser son physique, son corps et sa voix pour obtenir ce qu'il voulait. Sa voix était dans mon oreille, but mon regard était involontairement attiré à travers la porte vitrée vers la scène à l'intérieur. Mia pleurait pour une raison quelconque. Julien la tenait, faisant les 100 pas, essayant de la calmer. Elle était affalée sur son épaule, son petit visage rouge de larmes. « Olivia, je sais que c'est ma faute qui a mené à notre rupture. » Comme s'il sentait mon regard, Mia m'a pointé du doigt, ce qui a attiré son attention également. Julien, craignant probablement de me déranger, n'a pas osé s'approcher. Il s'est juste tenu de l'autre côté de la porte vitrée, me faisant un sourire impuissant et agitant la petite main de Mia en guise de salut. Mais nos 3 ans ensemble n'étaient pas faux. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais tu es mariée à mon frère maintenant. J'ai ma fierté, moi aussi. Je ne détruirai pas ta famille. Voyant que Julien ne la ramenait pas vers moi, Mia a retiré sa main avec colère et a commencé à pleurer encore plus fort. Julien ne pouvait pas la calmer. Après un moment d'hésitation, il s'est approché de la porte vitrée et a tapoté dessus. Pendant que je parlais au téléphone, j'ai fait glisser la porte. « Léo, arrête de gaspiller ton énergie à me tester. Tu sais que je n'accepterai jamais. Laissons-en là. N'appelle plus. » Ces mots étaient pratiquement sa condamnation à mort. Léo a essayé de dire quelque chose d'autre, mais tout ce qu'il a entendu de l'appel toujours connecté était le son d'un bébé qui pleurait. Et la voix d'un homme. Désolé, Mia n'arrête pas de pleurer après sa maman. Ses parents lui manquent probablement après être restés si longtemps. Olivia, je te dérange ? Non, entre. Ma voix s'est coupée alors que le son de l'appel se terminant remplissait mon oreille. Ce bref échange fut comme un couteau se tordant dans son cœur, faisant claquer le dernier fil de sa santé mentale. Les yeux de Léo sont devenus cramoisis, son visage tordu de rage. Tout lui disait sans relâche une chose. La personne qu'il aimait avait construit un foyer avec quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas si longtemps, à cause de son propre égoïsme, il avait été écarté pour de bon. Mia ne s'est calmée qu'après un appel vidéo avec ma sœur. Ce n'est que lorsque Mia s'est endormie que j'ai remarqué que Julien était un peu silencieux depuis que j'avais raccroché le téléphone. Il se comportait exactement comme lorsqu'il avait appris le retour de Léo. Il n'était vraiment pas très démonstratif quand il était jaloux. Julien rangeait silencieusement le matériel d'art sur la table, des choses qu'il avait utilisées en jouant avec Mia. Certains des gribouillis étaient des masses de couleurs vives faites par Mia, mais il y avait aussi quelques croquis rapides de personnages, rehaussés de quelques traits de couleur pour leur donner vie. On pouvait dire qu'ils avaient été dessinés à la hâte, mais ils étaient complets. Avec seulement quelques lignes, il a réussi à donner aux personnages statiques une impression de dynamisme et de vie. Mes yeux sont tombés sur un carnet de croquis qui était encore ouvert sur la table. La page montrait une personne travaillant à un bureau, c'était clairement moi.
Les arbres à l'extérieur de la fenêtre étaient esquissés avec des lignes lâches et hâtives. Il semblait y avoir plus de dessins après cette page. Je l'ai tournée, et mon propre visage m'a de nouveau regardé. Cette fois, c'était moi en train de changer de chaussures dans l'entrée. J'ai continué à tourner les pages. C'était toujours moi. J'ai parcouru la moitié du carnet de croquis, et il était rempli de dessins de moi à divers moments dont je n'avais même pas conscience. Certains étaient coloriés, d'autres non. Quand je suis arrivée à la première page du carnet, j'ai été surprise par le dessin. C'était moi en uniforme scolaire, le menton posé sur ma main, regardant par la fenêtre les arbres qui se balançaient, perdu dans mes pensées pendant le cours. Le vent soufflait dans mes cheveux. Je me demandais à quoi je pensais. Il avait même dessiné l'écusson de l'école sur l'uniforme parfaitement. Dans le coin inférieur droit, il y avait une date, 4 octobre 2016. Ce devait être ma 2e année de lycée. Je me suis assise sur le bord de la table, fixant le dessin. À un moment donné, Julien s'était approché de moi. Il a tendu la main comme pour reprendre le carnet de croquis, mais je l'ai arrêté. Il me regardait nerveusement, ne sachant pas ce que je pensais. Il n'avait agi de la sorte que parce que l'appel téléphonique l'avait rendu un peu sûr de lui. Il voulait que je sache qu'il me connaissait depuis longtemps. Bien avant Léo. Tu me connais depuis longtemps ? J'ai fermé le carnet de croquis et les regardé avec intérêt. Bien que Julien se tienne librement, il avait l'air d'être acculé, sans nulle part où fuir. Il a hoché la tête, a levé les yeux et a dégluti difficilement. Quand ? Je n'avais aucun souvenir de Julien. En fait, à part les amis avec qui je parle encore, je ne me souviens pas de beaucoup de gens du lycée, pas même des petits amis que j'avais à l'époque. Mais on garde généralement une trace d'une personne qu'on a rencontrée. La première fois que j'ai vu Julien, je ne l'ai pas trouvé familier du tout. Logiquement, vu sa beauté, si je l'avais rencontré, je n'aurais pas dû l'oublier. Julien a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. 14 septembre 2016, à 17h34, à 500 mètres de l'école. Attends. Il avait noté la minute et l'endroit exact, et il a répondu sans aucune hésitation ni réflexion. C'est sorti si vite, comme un réflexe. J'avais l'impression de rencontrer un tout nouveau Julien. Je ne me souvenais même pas de ce que je faisais à ce moment-là. Peut-être sur le chemin du retour de l'école ? Julien a pincé les lèvres. Après un moment, il a demandé « Peux-tu venir dans mon atelier avec moi ?» J'ai hoché la tête. Je n'avais jamais été dans son atelier d'art. À mon avis, tout ce qu'une personne ne montre pas aux autres est son espace privé. Comme il ne m'avait pas invité, je n'avais aucune envie de fouiner dans sa vie privée. En entrant dans l'atelier de Julien, j'ai enfin compris quel énorme secret il avait caché dans ma propre maison, juste sous mon nez. La moitié des peintures de tout l'atelier étaient de moi. Chacune débordait de couleurs vives, placées parmi d'autres peintures plus sombres, au ton gris. Elles étaient comme des rayons de soleil perçant une pièce sombre, impossible à ignorer. Elles étaient chéries, soigneusement placées dans tout l'espace. Je soupçonne qu'il savait que je ne fouinerais pas dans sa vie privée, c'est pourquoi il était si audacieux. Julien a pris un carnet de croquis de sa valise et me l'a tendu. Je l'ai ouvert. La première page était un portrait, ma photo d'identité. J'avais l'air si jeune et innocente. C'était probablement pour un prix que j'avais gagné, affiché sur un tableau d'honneur de l'école, et il avait dessiné à partir de là. Comme d'habitude, il y avait une date dans le coin inférieur droit. La deuxième page était aussi de moi, portant un uniforme scolaire, accroupi par terre avec un chat dans les bras. À côté, il y avait une simple illustration, une petite version chibi de moi, accroupi, attirant lentement un petit chat sans méfiance hors de sa cachette. J'avais l'impression de lire une courte bande dessinée. En regardant le dessin, j'ai retrouvé le souvenir. Ce devait être quand j'ai trouvé un chaton blessé sur le chemin du retour de l'école. Je n'étais pas vraiment intéressée par les animaux de compagnie à l'époque, alors je l'ai emmené chez le vétérinaire et quelqu'un d'autre l'a adopté après sa guérison. La date sur ce dessin était antérieure à la photo d'identité, il a donc probablement dessiné de mémoire plus tard. Après cela, c'était comme feuilleter un album photo de ma jeunesse. Chaque dessin était daté, et de temps en temps, Julien ajoutait de petites notes dans les marges. Des choses comme se demander quel était mon nom, quelle université je choisirais, pourquoi je sortais avec tel ou tel, quand je romprais avec lui. En parcourant ces carnets, j'ai même commencé à me souvenir quand j'avais commencé à sortir avec quelqu'un et quand nous avions rompu. Le portrait du jour où j'ai commencé une nouvelle relation n'était pas coloré. Celui du jour de notre rupture était brillamment coloré, et il avait même ajouté une petite bande dessinée. Le jour où j'ai commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, le dessin n'était à nouveau pas coloré. Le jour de la rupture,
Toute la page était remplie de couleurs. Le carnet de croquis était comme le journal intime de Julien. Il utilisait son art pour écrire ses sentiments. En regardant mes portraits, je pouvais aussi voir le jeune homme sérieux et appliqué penché sur son bureau, en train de dessiner. Chacune de ces émotions était si facilement influencée par moi. Dans le carnet le plus récent, le premier dessin datait du moment où il a appris que j'allais épouser Léo. Il avait dessiné un portrait imaginaire de moi dans ma robe de mariée. L'autre moitié de la page avait des marques d'effacement très évidentes. Julien a dit, un peu embarrassé, qu'il avait initialement dessiné Léo et moi ensemble, essayant d'être encourageant. Mais en dessinant, il a découvert qu'il ne pouvait pas l'accepter, alors il a effacé Léo, ne laissant qu'un beau portrait de moi seul. J'ai tourné la page. Le dernier dessin était de moi en robe de mariée et de lui en costume, marchant ensemble dans l'allée. J'ai eu une étrange sensation, comme si une bande dessinée que je suivais avait enfin atteint sa fin de conte de fées. Cette fois, il a dessiné Léo. Il l'a dessiné sur un bout de papier séparé, le visage rouge de fureur, incapable de nous rattraper, et un autre de lui tout seul, affamé et gelé dans une contrée froide. Je dois dire qu'être artiste a ses avantages. Même une vengeance mesquine peut être aussi intéressante. À travers ces dessins, j'avais l'impression de voir l'âme agitée qui se cachait sous l'extérieur silencieux de Julien. Je n'ai pas du tout été surprise de voir Léo dans la salle de conférence. Il n'est pas du genre à reculer après quelques menaces verbales. Cette réunion visait à discuter de la prochaine phase du partenariat de nos entreprises. Son père était là aussi. Quand nos regards se sont croisés, il a poussé un soupir frustré. Il était évident que Léo l'avait forcé à l'amener. Léo n'était qu'un fils à papa qui se la coulait douce. À part s'amuser, il n'avait pas de grands objectifs ou d'ambition. Il avait à peine mis les pieds dans le bâtiment de l'entreprise de sa famille et ne comprenait pas un seul mot de jargon commercial. La seule façon qu'il soit assis ici était s'il avait mis le couteau sous la gorge de son père et l'avait forcé. J'ai détourné le regard de lui et me suis concentrée sur mon travail. Léo, cependant, me fixait sans ciller. La réunion était longue, et quand il était fatigué de s'asseoir droit, il posait simplement sa tête sur la table et me regardait, comme si j'allais disparaître s'il détournait le regard une seconde. De temps en temps, quand mon regard se déplaçait, nos yeux se croisaient. Il s'illuminait, ses yeux brillants, donnant l'impression qu'une queue imaginaire s'agitait derrière lui comme une hélice. Quand c'était mon tour de parler, peu importe ce que je disais, il hochait la tête avec enthousiasme, les yeux pleins d'admiration. D'accord, je l'admets, l'une des raisons pour lesquelles je l'aimais bien était que j'aimais la façon dont il m'admirait. Tout le monde a un peu de vanité. Pendant que les deux camps se battaient pour leurs propres intérêts, Léo a pincé la cuisse de son père, faisant trébucher M. Grant, qui défendait son point de vue avec nous, sur ces mots. Son visage est devenu livide, et il a failli perdre son sang-froid devant tout le monde. Personne d'autre dans la pièce n'a dit un mot, se contentant de regarder le spectacle. Ils connaissaient tous mon histoire avec Léo et le drame ridicule qui s'était déroulé. L'air dans la pièce était chargé de tension et de l'odeur des ragots. Même mon assistante continuait de trouver des excuses pour entrer et nous resservir du thé. Monsieur Grant, le visage sombre, a serré les dents et a dit à Léo de se tenir tranquille. Léo a dit « Papa, si elle le veut, donne-le lui ». Savais-tu même de quoi il s'agissait ? On ne parlait pas de quelques milliers d'euros. Et est-ce que c'était ton argent à donner en premier lieu ? À la fin de la réunion, j'ai vu M. Grant tirer la manche de Léo en lui disant quelque chose. Léo a rétorqué avec impatience, arrachant sa manche avec colère et campant obstinément sur ses positions. M. Grant ne pouvait pas le faire bouger. Il avait l'air complètement déçu, comme s'il souhaitait pouvoir remettre Léo dans le ventre de sa mère et tout recommencer. Quand Léo m'a vu, son expression impatiente a instantanément changé, et il a éclaté d'un large sourire. M. Grant s'est retourné, m'a vu, et a réussi à esquisser un sourire raide et maladroit. « Olivia, ma chère, » a-t-il dit sèchement, « j'ai quelque chose à faire dans un instant. Je vais peut-être devoir te demander de ramener ce gamin à la maison. » Puis, sans attendre ma réponse, il s'est retourné et a pratiquement fui. Le pauvre père était si désespéré de s'éloigner de son fils qu'il a même pris les escaliers au lieu de l'ascenseur. Mon assistante a jeté un coup d'œil à Léo, puis à moi, puis a pensé au mystérieux marié remplaçant qu'elle n'avait pas encore rencontré. Essayait-il de faire de son fils l'amant ? Je l'ai fait entrer dans mon bureau. Rester dans le couloir n'aurait fait que donner plus de matière à ragot aux employés. Je ne me sentais pas si généreuse aujourd'hui. « Qu'est-ce que tu veux ?» Léo a ouvert la bouche, puis a fait une pause de plusieurs secondes, l'air d'avoir préparé son discours mais ne sachant pas par où commencer. Finalement, il a juste marmonné « Tu ne m'as toujours pas débloqué. »
Tu es venu jusqu'ici juste pour ça? Et tu as assisté à toute cette réunion ennuyeuse que tu ne supportais pas? J'ai sorti mon téléphone juste devant lui et j'ai débloqué son numéro. Puis je l'ai regardé. Il n'avait aucune raison de rester plus longtemps. Léo a senti un feu lui brûler la poitrine. C'était, en fait, le but de sa visite, et je l'avais débloqué sans faire d'histoire. Mais mon attitude indifférente était bien plus douloureuse que si j'avais été pressée de couper les ponts avec lui. C'était comme si elle avait vraiment tourné la page en un temps record, complètement indifférente à son existence, ne s'inquiétant plus de l'impact qu'il pourrait avoir sur elle. Il y a autre chose. L'endroit où je me suis enfuie, c'était l'endroit où tu as toujours voulu aller. Tu as dit que tu voulais y aller skier. Je voulais y arriver avant toi, pour que quand tu me trouverais. Ça aurait été le mariage le plus romantique, le plus unique. S'il n'y avait pas eu le blizzard, il aurait déjà trouvé un endroit et mis en scène un mariage. Mais il était le genre de jeune maître qui ne prenait même pas la peine de vérifier la météo. Il n'avait aucune idée qu'il y aurait un blizzard. Il y est allé uniquement parce que j'avais dit un jour que je voulais y aller skier et voir les aurores boréales. C'est pourquoi, même en colère, il n'est allé que dans un endroit où je voulais aller. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me donner une autre chance? À chaque mot que Léo prononçait, les larmes dans ses yeux montaient un peu plus. Au moment où il a fini, les larmes ont coulé sur son visage. Il ne comprenait probablement pas pourquoi il payait un prix si lourd pour avoir été égoïste une seule fois. Mais de mon point de vue, ce n'était pas la première fois qu'il était égoïste et imprudent. Quelle sorte de chance veux-tu que je te donne, Léo? Ai-je dit. Je suis déjà mariée. Tu peux divorcer, a lâché Léo. Quand il a vu mon expression, il s'est vite corrigé. Tu n'es pas obligé. Juste, garde-moi dans les parages. Tant que tu es encore dans ma vie, je me fiche de quand tu viens me voir. Tu n'as pas besoin de divorcer. Je me fiche de ces étiquettes ou de ces relations compliquées. L'ancien petit ami officiel se portait maintenant volontaire pour être l'amant? Eh bien, il avait bien cherché. Mon expression n'a vacillé qu'une seconde avant que j'accepte la proposition insensée de Léo, son cerveau n'avait jamais été tout à fait droit. Je me suis dit que c'était le résultat d'avoir été trop gâté, ce qui le rendait si égocentrique qu'il lui arrivait d'avoir des idées et des actions qui montraient un mépris total pour les gens qui l'entouraient. Et d'après ce que je savais de lui, si je commençais vraiment une sorte de relation secrète avec lui, il serait du genre à annoncer fièrement au monde entier qu'il était l'amant. Et il ne se contenterait absolument pas de rester dans l'ombre pendant que Julian détenait le titre officiel. Il se battrait bec et ongles pour venir à la lumière, et il piétinerait mon mari légal au passage. Il serait l'amant, mais c'est moi qui finirais humilié. Tu as besoin de te calmer, ai-je dit. Pense à tes parents. Ils ne rajeunissent pas. Tu vas gâcher leur retraite. Je me fiche d'eux, a dit Léo, la voix remplie d'obsession. Je ne veux que toi. Même si je l'avais bloqué, il pouvait toujours se renseigner sur ma vie avec Julian par de nombreux autres canaux. Il avait ajouté Julian sur les réseaux sociaux, et Julian ne l'avait pas rejeté. Il avait vu ses publications, se torturant en regardant tous les moments doux, heureux et chaleureux de leur vie quotidienne. Elle épluchait même des fruits pour Julian, le servait, l'aidait à laver les légumes pendant qu'il cuisinait, posait pour ses peintures. Cette vie était censée être la sienne. Cette crevette était censée lui être donnée. Ils avaient même fait leur photo de mariage. Si Julian n'avait pas profité de son absence pour la séduire. Il n'en serait pas là. C'est le genre de type que tu aimes. La voix de Léo tremblait. Je peux apprendre à aimer les enfants. Je peux apprendre à cuisiner. Je peux rester à la maison, m'occuper des enfants et attendre que tu rentres. Tout ce que tu aimes, je peux le devenir. Je ne vous dérangerai pas. Je n'essaierai pas de rivaliser avec mon frère pour quoi que ce soit. Je veux juste être à tes côtés. Je n'avais aucun doute que malgré l'air pitoyable et humble qu'il avait en ce moment. Si j'avais hoché la tête et accepté, je serais probablement devenue veuve par accident le lendemain. Et il emménagerait le 3e jour. N'en doutez pas. Il en était capable. J'ai refusé. J'étais sur le point d'ouvrir la porte du bureau pour le faire sortir quand je l'ai ouverte et me suis retrouvée nez à nez avec M. Grant. Il a instantanément fait semblant d'admirer le paysage, ses yeux parcourant les environs une seconde avant de faire comme s'il venait de remarquer que j'ouvrais la porte. Puis il a vu son fils pathétique à l'intérieur de mon bureau, pleurant à chaudes larmes. Un homme dans la vingtaine, pleurant comme ça. S'il avait su que cela arriverait, il serait juste parti et ne serait jamais revenu. Parfait. Oh, vous êtes de retour, ai-je dit. Vous pouvez l'emmener avec vous. Nous avons fini de parler. Monsieur Grant a hoché la tête maladroitement et a tendu la main vers Léo. Papa, a pleuré Léo,
Olivia ne veut plus de moi. Je n'ai plus de maison. Monsieur Grant, alors ta mère et moi, on est quoi? Les voisins d'à accent grave côté? Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et Julian a levé les yeux, surpris par le drame qui se déroulait à l'extérieur. Il tenait une petite fille avec des couettes dans ses bras. Il m'a regardé, son expression douce, ne montrant aucun signe de mécontentement. J'arrive au mauvais moment? Tu es occupée, Olivia? Léo a instantanément cessé de pleurer. Ses yeux, encore humides de larmes, ont lancé un regard haineux à Julian, l'air de vouloir lui arracher un morceau de chair. J'ai dit à Julian d'attendre 1 minute. Nous avions prévu d'aller dîner ensemble ce soir. Julian a hoché la tête. Tu manquais à Mia, alors j'ai demandé au chauffeur de nous amener plus tôt. Je ne savais pas que papa et mon frère étaient là. Qui est ton frère? A aboyé Léo comme un chien surpris, se jetant en avant si brusquement qu'il a failli faire voler Monsieur Grant, qui tenait toujours sa manche. J'ai pressé mes doigts sur mon front. D'accord, ça suffit. Arrête de faire une scène. J'ai rapidement demandé à mon assistante d'aider Monsieur Grant à emballer Léo et à l'emmener. Mon assistante avait l'air de souhaiter avoir 8 paires d'yeux. Il y avait tout simplement trop de drame à voir. J'ai croisé ses yeux grands ouverts et j'ai su que les ragots du bureau venaient inévitablement de s'enrichir d'un nouveau chapitre. Peu importe. Je considérerais ça comme un avantage pour l'entreprise. Sur le chemin du restaurant, Julian était de nouveau silencieux, comme d'habitude. Il n'émettait un son que lorsqu'il interagissait avec Mia. Pendant le dîner, j'y ai réfléchi et j'ai décidé de lui raconter toute l'histoire de la crise de Léo. Bien sûr, j'ai omis la partie où il proposait d'être mon amant. L'humeur de Julian s'est visiblement éclaircie. Il a pressé ses lèvres et a demandé « Alors, quand j'ai provoqué Léo comme ça tout à l'heure, tu étais en colère, Olivia ?» Je lui ai fait un clin d'œil. « C'est moi qui l'ai permis, » ai-je dit. « Alors pourquoi serais-je en colère ?» Julian a souri. Il savait que je ne serais pas en colère. Mais poser la question encore et m'entendre le confirmer à chaque fois, lui procurait un sentiment de satisfaction indescriptible. Alors, le bonheur lui était vraiment tombé dessus après tout.